Oh, alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2019-2020 de la LNH. Aujourd'hui, on va parler des Kings de Los Angeles. Si jamais vous posez la question dans quel ordre exactement que je vais, ben en fait, je vais dans l'ordre alphabétique des t-shirts que j'ai. Et là, un fait anecdotique, c'est que depuis que j'ai commencé à faire les previews, j'ai acheté d'autres t-shirts. Alors, c'est ce qui fait qu'après les Kings, on va retourner au Sables, après ça, les Blue Jackets. Puis là, par la suite, on va continuer dans l'ordre des t-shirts que j'ai. Qui d'ailleurs, la forte majorité des t-shirts que j'ai, c'est des t-shirts qui me sont passés d'une amie, qui sont flambant neufs. Alors, merci beaucoup, honnêtement. C'est super gentil de ta part. Alors, aujourd'hui, on parle des Kings de Los Angeles. Si jamais vous êtes un fan des Kings de Los Angeles, excusez-moi, honnêtement, ça n'a pas été facile l'année passée. Ça a été une année désastreuse pour cette équipe-là. J'ai l'impression que statistiquement parlant, il n'y a rien d'intéressant dans cette équipe-là. Il y a deux joueurs qui ont quand même réussi à s'en sortir, je dirais pas si mal. C'est Dustin Brown puis Iafallo. Dustin Brown, lui, il s'est maintenu au niveau statistique, et ça malgré le fait qu'il y avait des très mauvais liens avec l'ancien entraîneur. Puis Iafallo, lui, ben, il a réussi à s'améliorer, mais c'est le seul joueur de l'équipe qui s'est amélioré l'année passée. Fait que, bref, ça a été une année qui a été désastreuse pour cette équipe-là l'année passée. Les Kings de Los Angeles l'année passée ont terminé 30e dans la ligue. Seuls les Sénateurs d'Ottawa ont été pires qu'eux autres. Ils ont terminé 15e dans la conférence de l'Ouest, c'est-à-dire personne n'a été pire qu'eux autres. C'est une équipe qui a réussi à obtenir 31 victoires, 42 défaites, 9 défaites en prolongation, ce qui veut donc dire 31 victoires et 51 défaites, un total de 71 points, ce qui leur a donné la 15e position dans la conférence. L'année d'avant, les Kings de Los Angeles avaient réussi à obtenir 98 points en 2017-2018, ils ont été éliminés en première ronde, et 86 points en 2016-2017. Ils n'ont pas fait les séries, bien entendu avec 71 points. Ils n'ont pas fait les séries non plus. Ils ont terminé la saison avec une moyenne de buts comptés de 2,43 par match, ce qui leur donne le 30e rang dans la LNH. Une moyenne de buts accordés de 3,16, ce qui leur donne le 22e rang dans la LNH. Un avantage numérique de 15,8, ce qui leur donne le 27e rang dans la LNH, et un désavantage de 76,5, ce qui leur donne le 29e rang dans la LNH. Alors bref, ils ont été dans les pires équipes à peu près à tous les niveaux. Et les Kings, c'est une équipe qui nous avait habitués, même s'ils n'allaient pas nécessairement très loin, ils nous avaient habitués à être surtout meilleurs défensivement. C'était une équipe qui, en termes de moyenne de buts contre, en fait en termes de buts accordés par saison, il faisait partie depuis 9 années du premier tiers de la LNH. Donc parmi les équipes du premier tiers qui accordent le moins de buts par saison. Et là, l'année passée, ils ont accordé 3,16 buts par match pour le 22e rang dans la LNH. Alors, ils ne sont plus dans le premier tiers. Ils ont été très décevants et c'est en très grosse partie à cause de lui, Jonathan Quick. Enfin bref, donc l'année passée, les Kings ont réussi quand même à se maintenir, même s'ils ont été plutôt médiocres. Ils se sont maintenus. Première moitié de saison, donc lors de leurs 41 premiers matchs, les Kings ont signé 16 victoires, 35 points. Ils étaient 14e dans l'Ouest à cette époque-là. Par la suite, pour la deuxième moitié de saison, 15 victoires, 36 points. Encore une fois, 14e. Ça, c'est si on considère qu'on commence à partir de la date où ils ont joué leur 41e match jusqu'à la fin de la saison. Alors, ils se sont quand même relativement maintenus, ce qui leur donne au final la 15e position dans la conférence. Donc, ça n'a pas bien été pour cette équipe-là. Les Kings de Los Angeles, l'année passée, ont eu beaucoup de déceptions. Et dans le lot de leurs déceptions, il y a entre autres Andy Kopitar ici. Donc, dans les meilleurs buteurs l'année passée, Kopitar et Brown ont fini ex-aequo avec 22 buts marqués. Le meilleur pointeur a été Andy Kopitar avec 60 points. Sauf que ce gars-là, l'année d'avant, avait fait 92 points. C'est une chute de 32 points. Alors, si ce gars-là réussit à retomber un peu dans ses standards, là, ne serait-ce que d'avoir un 10 ou 15 points de plus que l'année passée, déjà, ça l'aiderait beaucoup l'attaque et ça l'aiderait au niveau des buts marqués et ça l'aiderait peut-être même au niveau de l'avantage numérique s'il se reprenait en main. Il y a aussi Tyler Toffoli. Toffoli, l'année passée, a compté 13 buts. C'est un gars qui a déjà marqué 31 buts. L'année passée, il avait fait 24 buts. Alors lui aussi, s'il retombe dans ses standards, on va dire, mettons, de 25 à 30 buts par saison, ça l'aiderait quand même largement. Il doublerait sa production offensive, ce gars-là, au niveau des buts. Ben, ça l'aiderait largement à l'attaque de cette équipe-là, autant au niveau des buts marqués qu'au niveau peut-être de l'avantage numérique. Alors ça l'aiderait si les noms qui sont les noms à l'avant se reprenaient en main, se ressaisissaient. Ça l'aiderait vraiment largement. Et le meilleur défenseur aurait été Drew Doughty, 45 points, moins 34.
Vraiment pas convaincant à moins 34, honnêtement. Le jeu défensif de Drew Doughty, je ne sais pas ce qui s'est passé l'année passée, mais ça a très mal été. Moi, lorsque j'ai regardé les statistiques, je dirais que Jake Muzzin était peut-être celui que je voyais comme le plus intéressant parce qu'il y avait, en termes de points de plus-moins, il y avait une fiche relativement intéressante. Mais comme il n'a pas fini la saison avec les Kings, je me suis dit que ça vaut pas vraiment la peine d'en parler. En fait, le meilleur défenseur, anyways, talent, point, c'est Drew Doughty. Point barre, c'est fini là. Maintenant, un point qui est pas du tout intéressant de cette équipe-là, c'est le fait que le noyau est vieux. Ils ont des joueurs qui sont avancés en âge. C'est le cas, si je ne fais pas erreur, je pense que Brown, Kopitar sont déjà dans la trentaine. Assurément, Carter, il me semble qu'il y a genre 34 ans, Kovalchuk, 36 ans, Drew Doughty, 29 ans. Jonathan Quick, 33 ans. Fait qu'ils ont un noyau de joueurs qui sont un noyau relativement vieux, puis ils n'ont pas une relève qui est une relève qui est dans les meilleurs de la LNH. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur pour les années à venir. Parce que oui, on a des gars un petit peu plus jeunes, mettons, qui pourraient peut-être intégrer l'alignement sur une base régulière, mais ils n'en ont pas tant. Et ça, c'est décevant. Le plus gros nom overall dans leur banque de jeunes, c'est Alex Turcotte. Celui qui a été le premier choix l'année passée, âgé de 18 ans, choix de première ronde en 2019. Turcotte a été le deuxième meilleur joueur du programme américain. Fait qu'il faisait partie vraiment du top des joueurs à repêcher l'année passée. Lui, c'est vraiment un gros espoir qu'ils ont. Mais l'année prochaine, lui, il va jouer avec l'Université du Wisconsin. Donc, pour les fans du Canadien, il va jouer avec Cole Caulfield. Ou du moins, il va jouer dans la même équipe. Puis, un autre aussi prospect qui a beaucoup de potentiel, c'est Gabriel Vilardi. Vilardi, lui, il a 19 ans, il a été repêché en première ronde en 2017, sauf que son problème majeur, c'est ses blessures au dos. Donc, ce gars-là, ça y pourrit la vie depuis des années, le fait qu'il y ait des blessures au dos. L'année passée, il a joué juste 4 matchs, mais c'est un fort potentiel, honnêtement. Offensivement parlant, c'est un fort potentiel, ce gars-là. Sauf que sa blessure au dos fait que est-ce qu'il va jouer professionnel ou pas l'année prochaine, on ne sait comme pas, parce que l'année passée, il a manqué pratiquement toute la saison, puis cette année, il n'a pas été au camp de perfectionnement à cause de ça. Fait que, c'est comme pas sûr qu'il va jouer, mais il reste que c'est quand même deux espoirs qui sont assez intéressants. Sinon, à peu près tous les sites que j'ai consultés, les magazines que j'ai consultés s'entendent pour dire que Carl Grundstrom devrait jouer sur une base régulière dans la NH l'année prochaine. Alors, dans le cas de Grundstrom, c'est un gars de 21 ans, choix de deuxième ronde en 2016. Il a été acquis dans la transaction avec les Maple Leafs de Toronto impliquant Jake Muzzin. C'est un gars qu'on pourrait voir sur une base régulière dans la NH cette année. Également, un gars qui pourrait peut-être être intéressant, là, les sites et les revues ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais moi je trouve qu'il pourrait être super intéressant, c'est Nikolai Prokhorine. Il est âgé de 25 ans, choix de 4e ronde en 2012 par les Kings de Los Angeles, sauf qu'il vient de signer son contrat d'entrée dans la LNH. Lui, il a joué dans la KHL lors des dernières années, et il pourrait jouer avec Kovalchuk, un gars qui connaît déjà. Pendant 2 ans, il a joué dans la KHL pour la même équipe. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était Saint-Pétersbourg. En tout cas, lui, il joue à Saint-Pétersbourg. Ça devrait être à Saint-Pétersbourg. Donc, ils ont joué 2 saisons dans la même équipe, ce qui veut dire qu'à least, ils se connaissent. Donc, ça pourrait être intéressant de les voir les deux ensemble. Alors, dans le cas de Prokhorine, ça se peut qu'il soit sur une base régulière cette année dans la NH, mais c'est pas tous les experts qui s'entendent là-dessus. Sinon, on a Matt Roy, qui est âgé de 24 ans, choix de 7e ronde en 2015. Je dis Roy parce que c'est un Américain. Lui, beaucoup de sites s'entendent pour dire qu'il va jouer sur une base régulière à la défense, mais c'est possible que non, parce que ces trois-là ici, plus le scratch que j'ai mis ici, c'est des gars qui sont même pas sûrs d'être dans la NH pour toute l'année. Fait bref, c'est pas un très fort potentiel, mais il y en a qui semblent croire qu'il va jouer sur une base régulière dans la NH l'année prochaine. Et sinon, on a Rasmus Kupari, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans le cas de Kupari, on va prôner plus la patience d'après moi. Alors, ce gars-là a joué dans la Liga en Finlande l'année passée, puis il avait connu quand même une très bonne saison, si je me rappelle bien, là. 33 points en 43 matchs. À 19 ans dans la Liga, c'est quand même une des ligues les plus élevées en Europe. C'est très bien. Alors, d'après moi, dans le cas de Kupari, ça devrait être plus sur un premier trio dans la Ligue américaine. On va essayer vraiment de le mettre sur un trio à caractère offensif, professionnel, nord-américain, plutôt que de le faire jouer sur un 4e trio dans la NH. Mais ça se peut qu'il joue quelques matchs au niveau de la Ligue nationale, c'est possible. Je l'ai mis quand même dans les scratchs, mais je ne crois pas qu'on va le voir beaucoup au niveau LNH l'année prochaine. Alors, pour ce qui est de l'alignement possible, c'est un alignement qui est en partie inspiré du site Daily Faceoff, mais que j'ai quand même fait certains ajustements selon mes grés à moi.
Les noms qu'on voit en vert, c'est des gars qui sont, disons, plus jeunes et qui vont peut-être intégrer l'alignement sur une base régulière. Les noms qu'on voit en rouge, c'est les personnes qui ont été acquises pendant la saison morte. Le fait qu'il soit souligné ici, c'est parce qu'au moment de tourner, il n'est pas encore signé. C'est un agent libre avec restriction. Et les gars qu'on voit en bleu, ben, c'est des gars qui sont déjà connus par les Kings de Los Angeles. Donc, ils ont déjà de l'expérience à Los Angeles. Ça se peut qu'ils soient jeunes, ça se peut qu'ils soient plus vieux, mais c'est des gars déjà connus par l'organisation. Alors, au niveau de l'aile gauche, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Dustin Brown va être assurément l'ailier gauche numéro 1 de cette équipe-là, à moins que ça clique vraiment pas du tout avec le nouvel entraîneur Todd McLean. Todd McLean qui nous arrive de Edmonton. C'est un entraîneur qui a eu des hauts et des bas avec les Oilers, des hauts et des bas avec les Sharks. Fait que je sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner avec les gars ici. Là, on va voir parce que dans le cas de Brown, il s'entendait vraiment pas bien avec l'entraîneur l'année passée. Ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de conflits. Fait que, bref, si ça fonctionne bien, il s'est maintenu au niveau statistique, 51 points en 72 matchs, il s'est maintenu dans ses standards. Fait que s'il s'est maintenu dans ses standards avec une mauvaise ambiance de travail, ben si ça va bien avec McLean, peut-être que ses statistiques vont augmenter, ça pourrait peut-être être intéressant. Alors Dustin Brown devrait être le premier allié gauche. On met ici Grundstrom comme étant le deuxième allié gauche. L'année passée, c'est 6 points en 15 matchs dans la LNH. Dans le cas de Grundstrom, il a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. Dans la Ligue américaine, il y avait un total de 39 points en 55 matchs, soit 16 buts et 23 passes. Alors, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement sur une base régulière cette année, puis ça pourrait être intéressant d'intégrer quelqu'un de nouveau, mais encore là, c'est un jeune, 21 ans, il y a quand même une certaine expérience professionnelle. C'est pas un jeune qui arrive de nulle part. Fait que je pense que ça peut être intéressant de le voir dans l'alignement. Sinon, on a Iafallo, qui lui, Iafallo est étonnamment le seul qui a amélioré ses statistiques l'année passée. Fait que ça se peut aussi qu'on le voit sur un deuxième trio. Ça pourrait peut-être être intéressant. L'année passée, c'est 33 points en 82 matchs pour Iafallo. Alors, c'est un gars qui est intéressant. Comme je vous dis, ça a été une année de misère pour à peu près tout le monde sauf lui. Fait qu'il y a peut-être un bon moral. Puis ça pourrait peut-être être intéressant de voir autre chose de lui. Dans le cas de Clifford, ben, 21 points en 72 matchs. Je pense pas qu'on va le voir sur autre chose qu'un quatrième trio. Ça m'étonnerait. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Par la suite, au centre, pas de questions à se poser. Andy Kopitar va être le premier centre de cette équipe-là. 60 points en 81 matchs l'année passée. Ça a été une année... 60 points, il est quand même le meilleur pointeur de son équipe. But still, c'est pas dans les standards d'Andy Kopitar. Fait que ça a été une année décevante pour lui. S'il nous fait 70-75 points l'année prochaine, ce serait très bien. Par la suite, comme deuxième centre, on y va avec Campé qui lui a été acquis des Coyotes de l'Arizona. L'année passée, c'est 28 points en 81 matchs. C'est possible qu'il joue sur un deuxième, c'est possible qu'il joue sur un troisième. C'est pas un gars qui brûle la ligue pantoute, fait que sa place n'est pas acquise. Et ça se pourrait qu'on voit des interchangements avec, entre autres, Prokhorkin. Prokhorkin, lui, l'année passée, c'est 41 points en 41 matchs dans la KHL. Et c'est un gars qui, comme je vous ai dit, a déjà joué avec Kovalchuk. Fait que, tout dépend comment ça va se passer là, au niveau de son intégration dans la LNH. Mais ça se pourrait qu'on voit Kovalchuk et Prokhorkin monter de comme un trio. Si jamais ils fournissent bien et qu'ils ont une belle complicité ensemble, ça serait possible. Puis même encore là, Prokhorkin pourrait peut-être jouer avec Carter à la place sur le deuxième trio, à la place de Kempe. Je ne sais pas exactement comment les gars vont se présenter. Ça va influencer vraiment beaucoup. Alors, ça se pourrait qu'on voit des interchangements là-dessus. Dans le cas d'Amadio, moi, je pense pas qu'on va le voir ben à une autre place que sur le quatrième trio. L'année passée, c'est 13 points en 43 matchs. Au niveau de la droite, ben, on a Tyler Toffoli qui, lui, on s'attendrait à ce qu'il fasse un petit peu plus de buts cette année. Ce serait très bien. Alors, si les statistiques d'Andy Kopitar vont à la hausse, ben, Toffoli va en profiter, ça c'est sûr et certain. L'année passée, Toffoli, c'est 34 points en 82 matchs. Il a déjà fait mieux, mais il a déjà fait 34 points aussi. Fait que c'est comme. Les statistiques globales sont pas tant pires, mais c'est son nombre de buts marqués qui est assez inquiétant par contre. Par la suite, deuxième ailier droit, on va y aller avec Jeff Carter. L'année passée, c'est 31 points en 76 matchs. Un gars qui vieillit, donc ça se peut qu'il ralentisse. Fait qu'on... Kovalchuk, même chose. Je pense qu'il a 36 ans, Kovalchuk. L'année passée, très décevant. 34 points en 64 matchs. Lui, il a eu des très gros conflits avec l'entraîneur l'année passée. Il a été scratch souvent, juste parce qu'il boudait l'entraîneur. Fait que bref, ça a été une année très difficile pour lui. Puis c'est un des défis que Todd McLean a, c'est le fait de relancer Kovalchuk, parce que c'est un gars qui a quand même une bonne logique offensive, il a une bonne vision de jeu, puis il a des bonnes mains. Fait que même s'il est lent, l'équipe de manière générale, c'est pas une équipe très rapide. Fait que c'est pas tant grave. S'il joue avec quelqu'un qui peut l'alimenter, il peut compter des buts, ce gars-là. Puis si lui compte des buts, encore une fois, je vous le répète, là, je veux dire, Andy Kopitar, il a baissé, Toffoli, il a pas eu le même nombre de buts que d'habitude, Kovalchuk, beaucoup en dessous de ce qu'on s'attendait de lui. C'est tous des gars qui vont changer complètement ta donne s'ils se mettent à compter, ces gars-là. Fait que bref, ça pourrait être intéressant de voir, et McLean considère que c'est un de ses défis.
Et comme quatrième ailier droit, on va avec Wagner. L'année passée, 21 points en 62 matchs, ce qui n'est pas mauvais. Au niveau scratch, j'ai mis Lewis, c'est 12 points en 44 matchs l'année passée. Et Luff, c'est 11 points en 33 matchs l'année passée. C'est tout interchangeable. Dans le cas ici de Clifford, Amadio, Wagner, Lewis, Luff, j'ai vu des lignes approximatives qui les interchangeaient continuellement. Dans le cas de Furk, c'est un gars qui a été acquis pendant la saison morte. Je sais pas. C'est 6 points en 30 matchs l'année passée. Il n'y a pas vraiment au nez. Fait que je sais pas s'il va être sur une base régulière dans la ligue, mais ma réponse va être peut-être. Tout dépend du camp d'entraînement. Ces gars-là ici, ça peut s'interchanger. J'ai marqué Coupari puis Villardi ici, des fois que Coupari peut forcer la note, puis Villardi, ça dépend de sa santé. Sinon, au niveau des défenseurs, on a Forbert qui devrait être le premier défenseur gauche, pardonnez-moi, 14 points en 81 matchs l'année passée. Défenseur peut-être plus défensif. C'est pas exceptionnel. La défensive est vraiment pas exceptionnelle, à part peut-être Drew Doughty, mais sinon, c'est vraiment pas une défensive exceptionnelle. Puis c'est pas une défensive qui me met en confiance non plus. Mais en tout cas, il a été correct, disons. Dans le cas d'Alec Martinez, bon, on s'attend à plus de sa part. L'année passée, c'est 18 points en 60 matchs. Je pense qu'il y a eu comme moins 2. Fait que c'est quand même pas tant mauvais au niveau des statistiques défensives. Mais il reste que c'est le deuxième défenseur le mieux payé de cette équipe-là. On s'attend à plus de ce gars-là. On s'attend vraiment à quelque chose de solide de la part de ce gars-là. On va terminer au niveau de la défense gauche avec Ryan. L'année passée, c'est 7 points en 44 matchs. Rien d'exceptionnel. C'est des gars qui peuvent s'interchanger. Moi, je me risque avec lui. Sait-on jamais. Du côté des défenseurs droits, pas de question à se poser. Drew Doughty va être le premier défenseur, 45 points en 82 matchs. Ses statistiques offensives sont pas tant mauvaises, c'est surtout ses plus-moins qui m'ont vraiment très troublé. Mais il reste que c'est le meilleur défenseur de cette équipe-là. Aujourd'hui, à 29 ans, il est dans son prime. Fait c'est un gars qui doit en donner peut-être un peu plus pour essayer d'inspirer le reste de son équipe. Drew Doughty a sorti un call là, peut-être un mois, je pense, comme quoi il y allait pour la coupe. Fait que, on est conscient que ça va être dur, mais on y va pour la coupe. Peut-être. Si l'équipe se resserre, qui joue très bien défensivement, puis que les gros canons réussissent à compter plus de buts, ça peut peut-être être une équipe intéressante. C'est une équipe qui est plus lente, qui est plus robuste, mais si on regarde les Blues, c'est une équipe qui est pas très rapide, puis qui est robuste, puis elle a gagné la coupe. Fait peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il est devin, peut-être pas. Moi, je suis pas très en confiance, mais bon, en tout cas, sait-on jamais. On va mettre Roy comme étant le deuxième défenseur droit. L'année passée, c'est 6 points en 25 matchs, et on clore le tout avec Walker, qui lui, c'est 10 points en 39 matchs l'année passée. Et j'ai mis comme scratch Ladou. Ladou, lui, c'est 5 points en 33 matchs. C'est des gars qui s'interchangent. Fait que c'est pas une solide défensive. C'est des gars qui pourraient même jouer dans la Ligue américaine. Dans le cas de Ryan, Roy, Walker ou Ladou, ça se peut qu'ils fassent même pas toute la saison dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas une défensive, comme on l'a marqué. Il n'y a rien qui a bougé défensivement. Là. Il n'y a pas de nouvelles acquisitions. Fait qu'on n'a pas renforcé cette défensive-là. Il y a Diane Faneuf qui a été racheté. C'est pas une perte, selon moi. Là, mais bon, en tout cas, lui a été perdu. Puis dans le cas de Jake Newson, ben. Pour moi, j'aimais bien Jake Newson, honnêtement. Fait que pour moi, c'est une perte. Au niveau des gardiens de but, ben là, ça a été une année désastreuse pour Jonathan Quick, qui a été blessé en début de saison. Par la suite, ses statistiques n'ont jamais rentré. Fait que c'est ce qui fait qu'il a terminé sa saison avec 46 matchs, 3.38 de moyenne et 888 d'efficacité. À 3.38 de moyenne, il est en dessous de la moyenne de buts accordée par l'équipe de 3.16. Ce gars-là avait jamais eu une moyenne supérieure à 2.34, je pense, à 2.30 quelque chose. Là. Il n'avait jamais eu une moyenne supérieure à ça. C'est sa pire saison au niveau statistique. Fait que c'est ce qui fait que ça a été très décevant pour Jonathan Quick. Jonathan Quick, c'est un gardien de but d'expérience qui a gagné la coupe, qui a 33 ans et qui gagne 5,8 millions par année. Alors, si ce gars-là nous présente des statistiques similaires encore l'année prochaine, il devient littéralement un fardeau pour son équipe parce qu'il coûte cher puis il ne performe pas. Et ça, c'est un problème. Alors, Jonathan Quick se doit absolument de se ressaisir si cette équipe-là veut avoir une chance d'aller plus loin. L'année passée, Campbell a bien fait. C'est un gars qui sort de nulle part. Il a déjà été promu à comme une très grande carrière. Finalement, ses statistiques ont tombé. Puis là, il est revenu de je sais pas trop où. Mais il reste que l'année passée, 31 matchs, 2.30, 928. Il a mieux fait à la relève de Jonathan Quick que Jonathan Quick avait fait. Alors, honnêtement, pour ce qui est de Campbell, il pourrait peut-être maintenir la barre pendant un bout de temps. Puis on ne se le cache pas les choses. Campbell, c'est un backup plan. Parce que le prochain gardien de but partant des Kings, ou du moins ce qu'eux pensent qu'il va être le prochain, ça va être Peterson. Peterson a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée, mais il a joué 11 matchs dans la Ligue nationale, 2.61, 924 d'efficacité. Alors ce gars-là, c'est celui qu'on voit prendre la place de Jonathan Quick dans peut-être quelques années. Alors ce gars-là, il pourrait être intéressant à voir sur une base régulière comme auxiliaire dans la LNH. Et si tel est le cas, ben Jonathan Quick, il est mieux de se réveiller au plus petit guidou, parce qu'on a besoin de lui pour gagner. Puis s'il ne se réveille pas,
tu deviens un problème pour notre équipe. Là. Fait qu'à ce moment-là, ben, on va peut-être faire gauler Peterson, question d'essayer de nous donner un petit peu d'expérience. On ne veut pas le brûler non plus, là, on ne veut pas détruire son aspect mental, mais il reste que Jonathan Quick peut devenir un sérieux problème. Et si à la fin de l'année prochaine, il y a des statistiques similaires, ce gars-là, il y a des chances qu'il soit racheté ou que je sais pas, il soit échangé. Il est quand même réputé pour être bon en playoff, mais crime, pour être bon en playoff, il faut qu'on se rende en playoff. Et si t'es pas bon en saison régulière, on se rendra pas. Fait qu'on verra. On verra pour ce qui est de Jonathan Quick. S'il se reprend en main, cette équipe-là a peut-être plus de chance, mais tant qu'il ne se reprendra pas en main, ça va pas dans le bon sens. Alors moi, quand je regarde le portrait général de l'équipe de Rob Blake, là, ce que je réalise, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans cette équipe-là. Alors on décide de miser sur les jeunes. Un problème que je vois, c'est que les jeunes ne sont pas tant jeunes. C'est-à-dire que si je regarde, ben c'est pas vraiment un problème, vous allez comprendre pourquoi, mais si je regarde comme là, Prokhorkin, lui c'est... Prokhorkin, excusez. Lui c'est 25 ans. Matt Roy, c'est 24 ans. Bon, même Grundstrom, il a 21 ans, c'est quand même pas tant mauvais. C'est des jeunes, dans le sens qu'ils sont dans la vingtaine, mais ils ont quand même de l'expérience professionnelle. Donc peut-être qu'ils vont s'intégrer relativement rapidement. Là où je vois que c'est un problème, c'est que je trouve que c'est des développements tardifs. Donc c'est peut-être pas des talents innés, mettons. Mais il reste qu'ils vont peut-être s'intégrer relativement rapidement. Fait que ça peut peut-être être à l'avantage. Puis avec une nouvelle gestion de Todd McLean, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe-là, mais moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, puis un problème vraiment majeur de cette équipe-là aura été la défense et les gardiens, puis il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Fait que moi je suis vraiment pas en confiance. Alors si j'avais à faire une prédiction par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, les Kings de Los Angeles, pour moi, devraient être à peu près à la même position l'année prochaine. C'est-à-dire que je me risquerais pour dire peut-être entre 20 et 30 au niveau de la ligue, peut-être entre genre 16, pas 16, mais 13. 14, 15 au niveau de la conférence. Puis au niveau de la division, j'y vais avec le fond. Fait que, d'après moi, cette équipe-là court pas pour un playoff spot. C'est mon opinion. Alors, selon l'indice de Hockey Guy, les Kings de Los Angeles devraient terminer au niveau de la division à la 6e ou la 8e position. Alors, tout ce que je peux dire, 100% d'accord avec lui. Je ne crois pas que cette équipe-là s'est suffisamment améliorée pour être vraiment un challenger pour la LNH. Pour les séries de la LNH, excusez-moi. Alors ça, c'est mon opinion. Quelle est votre opinion à vous? Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans que vous pensez qui vont se démarquer? Moi, un qui me tente beaucoup, c'est Prokhorkin, parce que s'il joue avec Kovalchuk et qu'il trouve une belle symbiose les deux ensemble, ça peut être intéressant. Il y a déjà beaucoup d'expérience professionnelle, le gars. Fait que, mais de manière générale, la LNH, je trouve qu'ils sont pas très patients avec les Russes qui arrivent de la KHL, à part peut-être Radulov. Là. Mais en tout cas, on va voir. On va voir. Tu as Goutsev aussi, parce qu'il jouait avec Goutsev. Donc, tu sais, peut-être que ça a influencé ses statistiques quand il joue dans la KHL. On va voir comment il va s'intégrer. Et il y a beaucoup de gens qui sont curieux de voir Grundstrom, qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il semble-t-il qu'il y a vraiment un bon potentiel. Alors, c'est à peu près les joueurs que je pense qui peuvent peut-être être intéressants. Si on voit Kupari, là, je suis tout excité, là, mais je pense pas que ça va arriver qu'on va voir Kupari sur une base régulière dans la LNH. Et puis sinon, ben, tu sais, au niveau des joueurs à peut-être déménager, peut-être à changer d'adresse. Si dans le cas de Kovalchuk, ça ne marche pas avec McLean ou si Quick, ça ne marche pas non plus, je pense pas qu'on va être super patient là, du côté des Kings avec ces gars-là. Ça peut devenir des problèmes pour l'équipe. Donc c'est ça, faites-le moi savoir. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer, des joueurs que vous pensez qui vont déménager? Quelle position vous donnez aux Kings de Los Angeles, que ce soit au niveau de la division, la conférence, peu importe. Sentez-vous parfaitement à l'aise. Laissez-moi un commentaire juste en dessous. Restez connectés, bien entendu, puisqu'il y a d'autres équipes qui s'en viennent pour les previews de la LNH de la saison 2019-2020 de 31 équipes. Si vous avez aimé ma vidéo, bien entendu, donnez-y un j'aime. Vous pouvez également la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Ça serait vraiment cool. Alors, partagez-moi votre opinion, s'il vous plaît. Quels sont vos pronostics pour les Kings de Los Angeles? Ça m'intéresse. Alors, mettez-moi ça en commentaire.